à tous, bienvenue dans le CQFR, nous sommes le 17 septembre 2024. Mon go-to-guy Antoine est un peu souffrant ce matin, mais si vous voulez votre dose quotidienne d'Antoine Pimel, ce que je peux parfaitement comprendre, vous pouvez le retrouver dans le podcast qu'il a enregistré hier avec Théo. Ce podcast, c'est un power ranking très précoce, pour reprendre leur terme, des 16 équipes les plus à même d'être championnes NBA cette saison. Je vous encourage évidemment à aller écouter ça et à nous donner votre avis en commentaire, votre top 16 aussi. J'ai pas encore fait le mien, mais je vais me pencher dessus prochainement pour compléter un peu ce qu'ont dit mes camarades. N'hésitez pas donc à aller dire si vous pensez qu'ils ont tort, raison, et à donner votre top 16 en commentaire. Aujourd'hui, comme souvent ces derniers jours, l'actualité NBA pure et dure est pas forcément bouillante. Je vous cache pas que dans nos conversations du moment, on parle plus des épisodes des Anneaux de Pouvoir, des dernières recrues de l'Olympique de Marseille, en tout cas pour ma part, que de ce qui se passe en NBA. Mais pour démarrer, il y a quand même une petite actu, en tout cas un embryon de news pour ce matin. C'est un rendez-vous incontournable désormais, un peu qui crée de l'attente et qui au final débouche sur plus de tristesse et de déception qu'autre chose. Mais à chaque intersaison, on a ce moment où on nous dit que Ben Simmons est sur le retour, qu'il est plus prêt que jamais à reprendre sa place dans la ligue, à redevenir le joueur qu'il était, que ses problèmes de dos sont derrière lui. Et voilà, on est à ce moment-là de la saison. Ce coup-ci, ça nous vient de Nets Daily qui nous dit qu'il est bien plus en avance physiquement, pour reprendre leur terme, bien plus en avance physiquement que l'année dernière au même stade, à la même période, qu'il fait déjà des 5 contre 5 depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Je souhaite, et on souhaite tous, je pense, pour lui que ce soit vrai, qu'il est vraiment en avance et prêt à revenir au haut niveau. Il a que 28 ans. Malheureusement, on est un peu échaudé par ce qu'on a vécu les dernières saisons, avec les interviews de début de saison, les images d'entraînement qui nous laissaient penser que c'était bon, que c'était réglé, qu'il n'avait pas de problème et qu'il pourrait revenir, être un atout énorme pour les Nets. Malheureusement, ça s'était pas très très bien passé après par la suite. Il n'avait pas réussi à tenir le coup sur la saison, à être fiable physiquement. Je vais vous redonner son nombre de matchs sur les dernières saisons, malheureusement. Euh, Alors, ses premières années en carrière, elles sont bonnes, 81 matchs et 79 matchs sur sa saison rookie et sa saison sophomore, après avoir fait une saison blanche, faut le rappeler. 2019-2020, 57 matchs. 2020-2021, 58 matchs. C'est encore de l'ordre de l'acceptable. 2021-2022, saison blanche, il n'a pas joué du tout. 2022-2023, 42 matchs avec Brooklyn. Et la saison dernière, 2023-2024, 15 matchs seulement avec les Nets. Ben Simmons, c'est dans la dernière année de son contrat, un contrat qui lui permet de toucher 40 millions de dollars cette saison. Alors au moment où il a signé le contrat, c'était encore un joueur majeur de cette ligue, un joueur qu'on attendait tous les ans All-Star, tous les ans dans des All-NBA ou All-Defensive Team. Malheureusement, là, c'est un montant qui paraît exorbitant par rapport à ce qu'il a été en mesure de proposer ces dernières années. Je me demande si derrière cette communication, il n'y a pas l'idée peut-être de créer à nouveau un peu d'attente, d'envie de le voir autour de lui, parce qu'il sera en fin de contrat justement, et que ça peut donner envie à des équipes ou donner confiance à des équipes dans l'idée peut-être de lui redonner une chance, de tenter un trade avant la deadline. Alors j'imagine qu'il devra avant montrer qu'il est bon, qu'il est capable d'enchaîner les matchs avec les Nets pendant au moins quelques mois avant la deadline, parce que je ne l'imagine pas passer la saison à Brooklyn, si en tout cas il est à 100% ou pas loin d'être à 100%. Brooklyn normalement ne jouera rien cette saison, c'est une équipe qui est plutôt en phase de reconstruction avec un nouveau coach, avec un effectif qui sera sans franchise player, sans star identifié, et qui a vocation à peut-être accumuler de nouveau des tours de draft sur les prochaines années et à se reconstruire comme ça. Donc je ne l'imagine pas rester toute la saison. S'il reste toute la saison et que ça lui sert simplement à montrer qu'il est encore capable de jouer en NBA et qu'il mérite un contrat, ce sera très bien dans tous les cas. Juste, j'imagine pas Brooklyn, si Ben Simmons commence fort la saison, le conserver et mettre en péril peut-être la possibilité de tanker, ou en tout cas d'avoir un gros pic à la draft. Bon, encore une fois, tout ce que je souhaite personnellement et ce qu'on souhaite tous, c'est que Ben Simmons revienne et soit capable d'enchaîner les matchs et reprenne un peu la place qui devrait être la sienne. C'est un joueur avec un talent immense, un meneur de grande taille qui défend à très très haut niveau. Il faut rappeler que c'est un joueur qui a été plusieurs fois dans des 5 défensifs. Il a une tête de meilleur défenseur de l'année. Dans l'idée, il est tout à fait capable de l'être. Maintenant, voilà, à 28 ans, c'est jeune, et à la fois une nouvelle saison blanche et de nouvelles blessures ou de nouveaux problèmes au dos
risquerait malheureusement, à mon avis, de le condamner un peu, de condamner un peu la suite de sa carrière, parce que personne lui redonnera 40 millions de dollars, c'est sûr. Par contre, c'est possible qu'en montrant des choses intéressantes, il puisse convaincre quelqu'un de lui donner un contrat court, de le relancer, peut-être une équipe ambitieuse qui aurait besoin d'un meneur backup ou d'un spécialiste défensif. En tout cas, voilà, on va surveiller ça, on va guetter les matchs de préparation. J'imagine qu'il sera là dès le début, que le training camp qui démarre pour tout le monde à peu près dans une dizaine de jours. Voilà, on va espérer que ce soit bon pour Ben Simmons ce coup-ci. Il y a une autre nouvelle dont je voulais parler avec vous qui est hors NBA, qui concerne l'équipe de France féminine et le basket féminin en général. On savait après les Jeux Olympiques que Nicolas Batum et Sarah Michel Bourri, les deux capitaines des équipes de France, allaient arrêter leur carrière internationale. Sarah Michel Bourri qui a annoncé hier dans un entretien avec l'équipe qu'elle arrêtait sa carrière tout court. Et c'est pas une nouvelle anodine parce qu'à mes yeux c'est l'une des joueuses les plus importantes de l'histoire de l'équipe de France, de l'histoire moderne, récente en tout cas, qui dit stop et qui tire sa révérence. C'est Ça n'a jamais été une des joueuses les plus médiatisées et flashy des équipes dont elle a fait partie, que ce soit en équipe de France ou avec Bourges, ou quelques années plus tôt avec Montpellier. Euh, mais c'est une joueuse qui a toujours dégagé un leadership serein, une capacité à rendre les autres meilleurs, un QI basket très très élevé, une science défensive, c'est une sacrée joueuse en défense aussi, facilitatrice dans tout ce qu'elle faisait sur le terrain et donc c'est pas anodin, c'est un palmarès énorme aussi qui raccroche. Je vais vous le donner. Son palmarès avec les Bleus, c'est quand même 4 médailles d'argent à l'Euro en 2015, 2017, 2021 et 2023. Une médaille d'argent olympique, donc la dernière en date en 2024 à Paris. Une de bronze qu'elle avait déjà décrochée avec les Bleus au JO à Tokyo. En club, c'est assez impressionnant aussi. 3 fois championne de France, 2016, 2018, 2022. 6 fois vainqueur de la Coupe de France, 2007, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2024. Elle a gagné l'Eurocup en 2022 et la Super Coupe d'Europe FIBA en 2022. Donc voilà, c'est ce qu'elle expliquait dans l'équipe. Elle a dit c'est dur à accepter, à officialiser parce que je me sens encore en capacité de jouer, mais c'est le bon moment. C'est bien d'arrêter selon ses propres termes, c'est bien d'être capable de dire stop avant qu'on vous envoie en retraite. Et Sarah Michel avait largement encore le niveau, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, toujours dans ce registre qui est, je le répète, pas le plus flashy. Et en même temps, j'ai toujours trouvé que Sarah Michel, c'était un bon point de repère par rapport à ce que les gens attendaient et connaissaient du basket en fait quand ils étaient devant un match. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu des gens la critiquer pendant des rencontres parce que justement elle n'était pas flashy ou pas offensivement surdouée. Or, je trouve que quand on prend le temps de regarder les matchs et qu'on en voit pas mal, on se rend compte de tout ce qu'apportait, maintenant il faut mettre ça à l'imparfait, Sarah Michel sur un terrain. Voilà, c'est un régal de la voir à ce niveau défensif, à ce niveau de capacité à donner du liant dans le jeu. Et donc voilà, c'est pas une joueuse anodine qui arrête. Il y avait déjà eu une annonce assez importante avec la retraite de Sandrine Gruda il y a quelques semaines maintenant. Voilà, c'est différent parce que c'est une joueuse moins médiatisée que Sandrine Gruda. C'est pas la meilleure marqueuse de l'équipe de France comme Sandrine Gruda, mais c'est une joueuse importante qui a compilé 144 sélections dans une carrière brillante et voilà, on lui souhaite le meilleur pour la suite, quels que soient ses projets professionnels et personnels pour les années à venir. Voilà. Pour finir, je voulais saluer l'initiative du Miami Heat, qui n'était pas obligé de le faire, mais qui l'a fait, et c'est important dans ces temps troublés, qui a posté un communiqué pour soutenir la communauté haïtienne de Floride et même des États-Unis en général. Après les fake news, les déclarations scandaleuses de Donald Trump notamment sur le fait que les migrants haïtiens en particulier aux États-Unis kidnappaient et mangeaient les animaux de compagnie des Américains. Et le Heat qui a posté un communiqué que je trouve très bien, qui dit le Miami Heat est un mélange de cultures brillantes et vibrantes qui inclut beaucoup des membres de la communauté haïtienne. Le faux récit qui les entoure ces derniers jours est blessant, offensant et a malheureusement fait de ces personnes innocentes des cibles d'un discours plein de haine et des menaces physiques à leur encontre. À nos employés haïtiens, à nos fans haïtiens et à nos amis haïtiens, vous méritez mieux et on vous soutient. Voilà ce qu'a dit
ce que dit le communiqué du Miami Heat, et évidemment qu'on pense la même chose s'il y a des Haïtiens parmi nous, et on en connaît pas mal en France. On sait évidemment que tout ce qui se dit à ce sujet est totalement faux. Voilà. On va se laisser là-dessus, sur un CQFR un peu court, mais on parlera plus amplement demain avec Antoine quand il sera de retour normalement. D'ici là, je vous enjoins à nouveau à regarder le podcast d'hier, de lundi, sur le top 16, le power ranking fait par Antoine et Théo sur les équipes qui, selon eux, sont les mieux placées pour remporter le titre cette saison. Un top 16 précoce, ils le précisent. Et n'hésitez pas à aller nous donner les vôtres en commentaire. Vous m'avez posé des questions sur le retour de la late session. On va attendre un petit peu, que l'actu soit un peu plus dense, mais il y en aura prochainement, que ce soit à la fin du mois de septembre ou début octobre. Dans tous les cas, avant la reprise de la NBA, vous aurez ce qu'il faut. On vous parlera aussi on vous relayera les résultats des 2 dernières journées de WNBA de la saison régulière. La première sera la nuit prochaine, il y a beaucoup de matchs, et 2 jours plus tard, il y en aura à nouveau pas mal. Et ensuite, ce seront les playoffs, donc on en parlera avec peut-être un CQFR, un moment spécial sur la WNBA ou un podcast. Restez en tout cas avec nous, on vous tient au courant. Passez une très bonne journée, à très vite.